Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Un nouveau parti politique a déposé son dossier ce mardi matin au ministère de l'Intérieur. Se réclamant de l'opposition, restaurer la confiance a été conduit par son premier vice-président François Soudo. Les occupants de la plage Fieillon de Cotonou ont assisté au déguerpissement de leur logement ce lundi 13 septembre, conduite par le préfet du littoral. Bien qu'informés, ils étaient surpris. Des précisions dans cette édition. Les travailleurs étrangers résidant au Bénin n'ont plus d'inquiétude à se faire en ce qui concerne leur permis de travail. Ils peuvent désormais l'obtenir en ligne. Une délégation du parti politique en création Restaurer la confiance RLC a procédé ce mardi 14 septembre au dépôt du dossier de déclaration administrative de constitution du dit parti au ministère de l'Intérieur. Le parti a transmis à cet effet 1202 dossiers de ses membres fondateurs et d'autres pièces administratives. Une décharge a été remise à la délégation après réception des deux cantines contenant les dits dossiers. Selon le premier vice-président du RLC, François Soudo, il a fallu 3 mois de travail pour réunir les dossiers de constitution. La dynamique RLC a décidé de se transformer en parti pour montrer à l'opinion nationale et internationale que le combat politique se mène dans les urnes, a-t-il fait savoir. François Soudo a aussi indiqué que RLC prépare d'ores et déjà les législatives de 2023. Pour ce faire, les délégués du parti iront dans toutes les circonscriptions électorales du Bénin. Président du RLC, Irénée Josias Agossa a été candidat malheureux à la présidentielle d'avril 2021. RLC se réclame de l'opposition. À noter qu'après la réception des dossiers, le ministère de l'Intérieur dispose d'un délai de 2 mois pour étudier et procéder à l'enregistrement du dit parti au rang des partis reconnus au Bénin. Parlons toujours politique. Les 100 jours de gouvernance du second quinquennat du président Patrice Talon anime les débats au sein de l'opinion lors de l'émission hebdomadaire. L'invité du dimanche dernier sur EZAE TV, Joachim Adjagbessi, a donné son point de vue sur la question. Pour lui, la dynamique impulsée en 2016 suit son cours et la publication de PAG 2 situera davantage sur les prévisions du quinquennat 2021-2026. Suivons ensemble un extrait de ses propos. Premier mandat a pris fin et le deuxième mandat a démarré le 23 mai dernier. Et comme vous le dites, nous sommes dans les 100 premiers jours. Disons, les 100 premiers jours sont en train d'être réalisés. Et vous voulez savoir ce qui est fait dans cette période. En 100 jours, sur 5 ans, il serait un peu difficile de dire que beaucoup de choses sont réalisées. Surtout que le PAG du deuxième mandat n'est pas encore rendu public. Il est en élaboration et sera finalisé sous peu. Alors il faut donc retenir simplement qu'actuellement, les projets qui ont été lancés lors du premier mandat et qui ne sont pas encore achevés continuent d'être mis en œuvre. Donc pendant les 100 jours passés, ces projets continuent d'être mis en œuvre pour être conduits à leur terme. Et ensuite, les difficultés sanitaires auxquelles le Bénin est confronté, comme tous les pays du monde entier, font que le gouvernement a dû prendre quelques mesures pour pouvoir
non seulement accompagner, appuyer certaines entreprises qui seraient négativement impactées par la COVID-19, et en dehors de cela, des dispositions sont en train d'être prises au niveau de chaque secteur pour que d'ici à là, le peuple béninois soit fixé sur les grandes lignes qui vont impacter le pays dans les 5 années prochaines. Restons avec Joachim Adjagbessi qui, lors de son argumentaire, a cité quelques-unes des actions phares entreprises par l'administration Talon, notamment les prouesses effectuées dans le cadre de la gestion de la COVID-19. Bon, il y a la subvention qui est prévue pour les entreprises qui sont négativement impactées par la COVID-19. Vous savez, tout récemment, le gouvernement a dû revenir sur les dispositions qui ont été prises l'année dernière, mais pas dans la même hauteur. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait eu confinement pour une certaine zone donnée du pays. Et presque toutes les activités ont été interdites plutôt. Mais cette fois-ci, le gouvernement, comme à son habitude, prend des mesures pour éviter aux populations beaucoup de souffrance. Donc, malgré cette volonté d'éviter des souffrances, le gouvernement est conscient que plusieurs entreprises en seront négativement impactées. Et donc, la décision est prise d'accompagner ces entreprises dans les manques à gagner qu'ils auraient subis pour, pour les effets de la COVID-19. Mais en dehors des entrepreneurs. Bon, non, en dehors des entrepreneurs, pour le moment, les mesures que prend le gouvernement vont d'abord dans le sens d'éviter que la contamination se généralise dans le pays. Ce qui a aussi un coût qu'on ne constate pas, qu'on ne remarque pas, puisque les vaccins qui sont sur le terrain s'achètent. Même si des partenaires au développement nous appuient pour mettre à la disposition de notre pays des vaccins, le Bénin aussi en achète pour permettre que tous les Béninois puissent se vacciner. Puisque si les gens sont vaccinés, c'est que les effets de la COVID seront atténués et les activités pourront davantage se développer, se réaliser, et on ne parlera pas tellement d'impact négatif. Donc, il y a d'abord les vaccins qui sont disponibles sur le terrain en dehors d'AstraZeneca, dont le stock il y avait eu rupture de stock quelque temps, mais bientôt ce sera disponible sur le terrain. Mais après, en dehors de ça, il y a d'autres vaccins qui existent pour lesquels les populations sont invitées à se faire vacciner. C'est déjà des mesures pour éviter que les populations soient en grand nombre contaminées, ce qui risque d'avoir des effets négatifs sur l'économie du pays. Il y a aussi, toujours dans le cadre de la COVID-19, voyez-vous, les actions que le gouvernement mène ne sont pas toujours portées à la place publique et ne sont pas souvent constatées matériellement. Or, le commun des mortels, les citoyens,
apprécient en fonction de ce qu'ils constatent matériellement, ce qu'ils ont vécu dans leur existence personnelle. Tant qu'ils n'ont pas fait de tels constats, ils ne se rendent pas compte de ce qui se fait. Sinon, il y a des actions. Lesquelles, par exemple, citez-nous-en quelques-unes. Bon, non, en dehors de cette subvention, il y a que ça là, ce n'est pas lié à la COVID-19. Oui. Mais c'est aussi une action du gouvernement par rapport aux artisans. Depuis que le Bénin existe, ce secteur n'a jamais fait l'objet d'une attention d'un gouvernement pour les constituer en un corps, afin qu'on connaisse combien ils sont, quels sont leurs problèmes, en vue de leur apporter des soutiens. Il y avait eu déjà une première phase d'enregistrement, et comme les Béninois sont habitués à des propos non tenus, ils n'y ont pas cru. Disons, certains n'y ont pas cru et donc ne s'étaient pas inscrits. Le gouvernement a accepté ou alors a décidé d'ouvrir une nouvelle phase d'inscription de ces artisans pour avoir une idée précise du nombre des artisans qu'il y a dans notre pays, les activités qu'ils mènent dans le pays, les problèmes auxquels ils se trouvent confrontés en vue de leur apporter des soutiens, des appuis et leur faciliter l'exercice de leur métier. Ce pas des choses qui sont très vite visibles, mais quand on jette un regard sur le passé, on peut se rendre compte que c'est la première fois que ce secteur va être organisé et suivi, appuyé, soutenu par le gouvernement. Le Bénin a remboursé 4,51 milliards de francs CFA de dette à ses investisseurs au mois d'août. Ce pour un encours total de 1336,43 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Reporting mensuel du marché des titres publics d'août 2021 l'a fait savoir. Selon l'agence UMO Titres, ce remboursement couvre les levées de fonds des bons de trésor et des obligations assimilables du trésor sur le marché des titres publics de l'UMOA. Les travailleurs de la zone UEMOA immigrés au Bénin peuvent désormais obtenir en ligne leur permis de travail. Pour avoir cette autorisation délivrée par la Direction générale après accord du ministre du Travail, le fonctionnaire étranger doit adresser une demande sur le site du service public. Après avoir rempli en ligne le formulaire qui lui est soumis, il devra joindre à la demande les pièces telles que le certificat médical d'aptitude délivré par un médecin inspecteur du travail agréé, un extrait de casier judiciaire du requérant datant de 3 mois, au moins un curriculum vitae, une photocopie de passeport en cours de validité. Le permis de travail coûte 50 000 francs CFA et il permet aux travailleurs étrangers d'accéder à un emploi au Bénin. S'il est de nature temporaire, sa validité est de 12 mois et renouvelable plusieurs fois. Tout promoteur d'entreprise est habilité à faire la demande du dit permis. Autre actualité dans cette édition, les habitants de la plage de Cotonou ont assisté impuissants à la démolition de leur maison située dans la zone à Dégapi hier lundi 13 septembre 2021. Ils avaient l'air surpris malgré qu'ils aient été informés depuis des semaines. Demain 15 septembre sera le tour du quartier Klakodji à une semaine de cette date, Carles Kitome et Martial Rossou
ont pris le pouls des habitants. Là aussi, il semble que des problèmes subsistent. Suivez plutôt. Je souffre dans ma chair. Nous avons perdu 4 parcelles dans cette affaire, ma famille et moi, depuis 2012 à ce jour. Nous vivons aujourd'hui contre un mur de clôture comme des lézards. Nous sommes dépités. Nous nous en remettons à la grâce de nos autorités. Ma tension artérielle n'est plus stable. Ce 7 septembre, les bulldozers sont déjà à l'œuvre au quartier Hulakodi. Cette opération de libération de l'espace atteindra les zones d'habitation dans une semaine. Les habitants sont perplexes face à cette éventualité. Nous avons appris par la voix du porte-parole du gouvernement que 357 parcelles ont été répertoriées et seront dédommagées. Mais notre effectif dépasse de loin ce nombre. Nous voulons savoir la source de ce recensement et rencontrer les responsables en charge du déguerpissement. Il paraît que les parcelles de la plage ne sont pas concernées alors que nous sommes les premiers à subir les opérations de 2012 et de 2019. À l'époque, c'est nous qui avons été répertoriés. Nous ne savons même pas si nous pouvons inscrire les enfants pour la rentrée. Selon les informations, nous sommes censés libérer l'espace au plus tard le 15 septembre. Contrairement aux opérations de 2012 et de 2019, celle-ci semble universelle. La situation est confuse. Il paraît que seuls les déguerpis de 2019 seront dédommagés. Qu'en sera-t-il de 2012? La première n'avait recensé que ceux de 2012. Il semble que nous soyons mis de côté. Moi, je continue de dormir ici, sur la plage. Il paraît que nous pouvons aller nous faire enregistrer à la mairie. Des mesures de dédommagement ont été prises, mais à quelques jours du déguerpissement. Les habitants de Hulakodi espèrent que l'État saura prendre toutes les tendances en compte. Certaines voix disent que l'opération aurait été reportée. Attendons demain pour plus de précisions. Spiritualité dans cette édition d'Agbo Huno, Thomas Dre Rumpon, le chef suprême des cultes endogènes du Bénin, a participé au sommet G20 des religions hier 13 septembre à Bologne, en Italie. Invité pour animer un panel, le dignitaire des religions endogènes du Bénin a livré un pan de la communication qu'il a préparé pour la circonstance au Café Média Plus du 9 septembre. Carles Kitome et Martial Rossou y étaient. Suivez un extrait de sa communication. Pour rester parmi les grands leaders religieux, pour qu'on puisse échanger et parler du dialogue interreligieux. Donc il faut connaître, au moins il faut reconnaître la religion de l'autre pour le respecter. Mais chez nous, ici au Bénin, il n'y a pas de guerre religieuse depuis que nous sommes nés. Donc c'est ça qu'on ira peut-être expliquer un peu à nos aînés. Et comme vous le savez, il y a un modèle qui est à Ouida. Vous voyez l'église, la basilique, est en face du temple de Python, mais ils ne se discutent même pas. Ils sont tranquilles et je peux vous dire que c'est les dignitaires qui ont donné du sable et de l'eau pour la main-d'œuvre, pour la construction de cette église. Vous allez un peu chez les musulmans, vous allez voir la première mosquée construite à Ouida, là, c'est en face à Domé, l'un des palais de Hounon. Quand Hounon est venu, c'est là, à Domé, qu'il est allé s'installer. C'est après qu'il est venu à Sobadi.
Mais c'est à côté de nous, on les a donné une portion de terre et ils ont construit leur mosquée. Et encore, la religion là, les protestants. Oui, les protestants. C'est en face encore d'un temple de vaudou, en face direct. Mais il n'y a pas de problème. C'est nos ancêtres qui ont dit cela. C'est pourquoi on les a donné des portions de terre. On n'a pas vendu, hein. Ils ont donné ça cadeau. Vous savez, la violence, ce n'est pas une bonne chose. Surtout la violence sur les femmes. Et aussi, ce que nous voyons aujourd'hui, l'Afrique qui est souffrant, le réchauffement climatique. C'est l'Afrique qui est en souffert. Oui. Vous voyez que aujourd'hui il y a débordement de l'eau. Ça veut dire qu'il y a inondation de façon répétée. Et c'est l'Afrique qui en souffre. La sécheresse. Et aussi, j'en passe, il y a aussi la famine. Les gens ne mangent pas à leur faim. Que, à l'heure où nous parlons, nous devons rester ensemble pour la paix dans le monde. Wilfried Martin, le trésorier général de l'Ordre suprême des ancêtres Ossa, a animé les débats du Café Média Plus avec le souverain pontife. Dans son exposé, il a levé un coin de voile sur les réalisations de l'Ossa en 4 années d'existence. Les premiers actes que M. Yves Legault a posés, c'est d'abord la construction d'un site pour faire découvrir la collectivité Tchatcha. Donc, le Tchatcha de Souza a un site. Si vous faites tchatcha.org, normalement, vous allez pouvoir, je n'ai pas l'URL en tête. Il a fait pareil pour le palais Rouroué. Donc, vaudou.org, vous allez retrouver toutes les richesses, l'organisation, ainsi de suite. Donc, ces centres d'intérêt étaient tels qu'ils venaient de plus en plus et chaque année, au moins 2 ou 3 fois dans l'année, il est au Bénin. Il a sollicité, vivant au Canada, la charge de consul du Bénin à Toronto. Toronto n'avait pas de poste diplomatique, n'était pas couvert par un centre consulaire et avec le redimensionnement de la carte diplomatique aujourd'hui, il a eu cette charge depuis quelques mois. Donc c'est pour vous dire qu'il est également un Béninois. Il dispose d'un passeport de service du Bénin et il s'intéresse au Bénin. Et pour vous dire, l'installation du consulat du Bénin à Toronto, c'est une grande première parce qu'il y a dédié un espace. Il y a dédié un centre, un espace que nous appelons la Maison du Bénin, où vous avez tout ce qu'il y a comme insigne, tout ce qu'il y a comme relique, toile, des choses qui permettent vraiment de mieux connaître le Bénin. En dehors donc de sa charge consulaire, célébrer, délivrer des actes, ainsi de suite, il y a cet espace qui est réservé aux Béninois, peut permettre donc de faire découvrir le Bénin, non seulement aux Béninois, parce qu'il y a des Béninois résidant au Canada qui connaissent pas leur pays, qui connaissent pas leur culture. Donc cet espace est dédié à tous les touristes, aussi bien canadiens, étrangers, qui transitent et qui veulent découvrir. Donc il y a investi beaucoup d'argent. Il s'intéresse donc au tourisme mémoriel et son éminence a bien fait dès l'entame de ses propos, de féliciter le président Talon. Il faut le féliciter pour son leadership. Il faut le féliciter pour son courage. Il faut le féliciter pour ses initiatives sur Ouida. Parce que M. Legault veut recréer cet axe Toronto, Montréal, Cotonou, en y invitant des investisseurs directs étrangers, en y invitant des touristes. Nous avons ensemble, puisque je le représente également ici, travaillé pour même recruter de la main-d'œuvre qualifiée, des jeunes
du Bénin pour aller travailler dans des entreprises au Canada. Donc il y a une foule d'initiatives, on pourra peut-être y revenir. Suivez à présent la page interne de cette édition qui retrace l'actualité au Niger, en Guinée et au Congo. Au Congo, journée ville morte le lundi 13 septembre dernier à Beni, dans la province congolaise du Nord Kivu, sous état de siège depuis 4 mois. Une journée ville morte qui devrait se poursuivre ce mardi 14 septembre à l'appel de la société civile. Cette dernière s'insurge à présent contre la criminalité urbaine qui frappe durement les populations depuis l'instauration de l'état de siège. Cette mesure qui fait polémique dans le pays devrait être renouvelée pour la 8e fois ce mardi par l'Assemblée nationale. En visite de travail lundi à Conakry, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Mahamat Saleh Anadifa, souhaite que les civils reviennent au pouvoir dans un délai raisonnable en Guinée. Il s'est toutefois réservé de donner un délai indiquant que c'est aux Guinéens de décider de cette transition qui sera accompagnée par son organisation et ses partenaires de l'UA et de la CEDEAO. Le diplomate onusien a aussi rencontré l'ancien président guinéen sans dire le contenu de leur entretien. Le représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest s'est inquiété du retour des coups d'État en Afrique, notamment au Mali, au Tchad et maintenant en Guinée, qu'on peut interpréter selon lui par un recul démocratique. Et pour finir au Niger, 8 villages de la commune de Mongadara dans la province de la Komoué, au sud-ouest du pays, à la frontière avec la Côte d'Ivoire, ont été désertés par leur population. Depuis environ une semaine, des milliers de familles partent trouver refuge à Mangodara, chez lieu de la commune, ou bien de l'autre côté de la frontière. Elles fuient l'insécurité. Les habitants des villages alentours fuient les violences qui se sont intensifiées depuis une dizaine de jours. Le vendredi 3 septembre, des individus armés sont entrés dans la localité de Sirakoro pour enlever un homme accusé d'être un informateur des autorités. Sport dans cette édition, la Confédération africaine de football CAF a désigné un quatuor ghanéen pour officier le match retour entre Buffle FC et AS FAR du Maroc, comptant pour le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération 2021-2022. Charles Bernley Boulou est l'arbitre central. Il sera assisté de Tidjani Mohamed, Emmanuel Alou et Abdoul Latif Kadiri. Le Malien Ibrahima Sangare est le commissaire. La rencontre va se disputer le week-end prochain au stade général Mathieu Kérikou de Cotonou. À l'échelle supérieure des arbitres sénégalais, conduit par El Hadj Amadoussi, va diriger le premier tour préliminaire autour de la Ligue africaine des champions entre FC Nouadhibou et ESAE FC à Nouakchott. Toujours sport sur le vieux continent, retour ce mardi de la Coupe aux grandes oreilles. La prestigieuse Ligue européenne des champions Séville, RB Salzburg et Young Boys Manchester United ont ouvert le bal de la phase de groupe de la 67e édition de la Coupe d'Europe des clubs champions. Le tenant du titre Chelsea affronte actuellement Zénith à Stamford Bridge. Il y a également un alléchant duel entre FC Barcelone et Bayern Munich au Camp Nou. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette page sport et c'est tout pour cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable soirée à toutes et à tous.